Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous partager la toute première opération que j'ai réalisée. Et dans cet épisode, je vais vous parler, déjà, je vais vous expliquer comment réaliser une opération d'achat-revente sans avoir de capital de départ, puisque c'était mon cas de figure à l'époque. Je vous partagerai les erreurs les plus grossières que j'ai faites sur cette première opération, mais surtout, quelles leçons j'ai tirées de cette expérience, toutes les leçons que j'en ai tirées qui m'ont permis d'aller réaliser ensuite des opérations beaucoup plus complexes et surtout beaucoup plus rentables. Bienvenue sur le podcast MDB Academy, le podcast 100% dédié à l'activité de marchand de biens. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens, investisseur et entrepreneur et j'ai fondé la MDB Academy, organisme de formation numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Dans ce podcast, je vous partage des conseils pratiques et actionnables sans bullshit et je vous donne aussi du contenu que vous ne retrouverez pas nécessairement sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Je vous partagerai des anecdotes immobilières qui sont réelles pour qu'on puisse progresser ensemble et pour que vous puissiez optimiser vos opérations et augmenter vos marges. Ce podcast voulant collaboratif, je vous invite à me mettre en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je parle et je tâcherai de les traiter de la manière la plus sérieuse possible. Alors déjà, je vais vous parler de la typologie d'opération. Il s'agissait en fait d'un petit morceau de grange qu'on a racheté à un marchand de biens. En fait, c'est un gros marchand du secteur sur lequel on avait trouvé cette opération qui réalisait, lui, une division. Alors, il y avait une grosse maison de maître, plus une grange, plus un terrain à bâtir. Donc, la maison de maître, il l'a divisée en appartements. Il a détaché des terrains à bâtir où il avait fait construire des maisons sur les terrains à bâtir. Et il a saucissonné une grange en 3. C'était une assez grande grange. Et donc, nous, on a racheté en fait un tiers de cette grange. Et le but du jeu, ça a été nous, ce qu'on voulait faire avec ce petit morceau de grange, ça a été nous-mêmes de le subdiviser et de réaliser des travaux de rénovation. Parce qu'à l'époque, comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'activité de marchand, on a tendance à croire que être marchand de biens, c'est faire de la rénovation. Et donc ça fait partie des choses en fait qu'on croyait, enfin des croyances de départ qui se sont avérées pas forcément très précises ou très pertinentes. Toujours est-il qu'en fait, le marchand de biens avait déposé un permis de construire sur cette grange pour faire un changement de destination, pour pouvoir la transformer en habitation. Donc nous, on s'est dit, on va acheter ce morceau-là, ce tiers de la grange, le subdiviser, rénover et revendre des lots terminés. Alors pour commencer, comment on l'avait trouvé? C'est un bien qui était disponible sur le marché. À l'époque, c'était mon grand frère qui avait trouvé l'opération, enfin qui avait trouvé le bien, et qui s'était dit, qui était allé voir et qui s'était dit, bah tiens, il y a moyen de peut-être faire quelque chose. Alors moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans l'immobilier. Et là, quand mon frère m'a contacté pour me proposer de faire ce truc ensemble, je pense que ça devait être autour de 2012, peut-être 2012, 2013, quelque chose, peut-être plus 2012. Moi, j'étais déjà entrepreneur, mais je faisais pas d'immobilier. Alors, moi, j'avais une société de déménagement. Quand j'ai réalisé que je voulais travailler pour personne et que j'étais globalement inapte au travail et au salariat, j'avais besoin d'argent, mais je savais rien faire, parce que moi j'ai fait entre autres des études de philo, donc je sais rien faire, en gros, je sais rien produire à part du concept, et il y avait personne qui était prêt à me payer pour ça. Mais j'ai vite compris que je voulais travailler pour personne et j'avais vraiment besoin d'argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que à l'époque déjà, j'ai emprunté 3000 balles à mon frère et j'ai acheté un petit berlingot et j'ai commencé avec ça. Et j'ai découvert que l'entrepreneuriat, c'était très chouette et que, en tout cas, c'était vraiment ce qui me plaisait. Mais j'ai aussi assez vite compris que sur des jobs de manard comme une société de déménagement par exemple, ça allait être assez compliqué et donc il fallait passer à une étape supérieure. Mais en tout cas, j'avais pas du tout en tête de faire de l'immobilier. Et souvent les personnes me demandent « Ah mais comment t'en es venu à faire marchand ?» C'est vraiment le hasard et les opportunités qui ont été saisies au fur et à mesure, mais en tout cas, il n'y avait absolument pas de projet de faire carrière là-dedans. Alors, en tout cas, je faisais pas du tout d'immobilier et mon frère m'appelle et me dit « Voilà, j'ai trouvé un bien, il y a moyen de faire quelque chose, sauf que ni lui ni moi n'avions spécialement d'argent à investir là-dedans. » Donc il me dit, il y a une opportunité, mais il faut qu'on aille chercher l'oseille. Je dis, ok. Donc je vous raconterai un peu plus tard, dans l'épisode, comment on a fait pour le montage financier. Mais dans un premier temps, en fait, on s'est dit, ok, on fonce, on y va, il y a une opportunité, on y va. Et ça, c'est vraiment un mindset que je voudrais vous encourager à avoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent, ah, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des opportunités, mais je ne sais pas comment je vais me faire financer, et puis je ne sais pas quelle société il faut que je crée, et puis je ne suis pas sûr de la fiscalité. Les gars, les filles,
Stop. Qui que vous soyez quand vous écoutez cet épisode, dites-vous qu'aujourd'hui, ce qui manque surtout, c'est pas des financements, c'est pas autre chose. C'est pas les solutions techniques pour la société que vous avez besoin de créer. Aujourd'hui, la chose qu'il faut trouver en premier, c'est une opportunité. Ok, donc si vous trouvez une opportunité, surtout ne la laissez pas filer. Allez-y, saisissez-la et quand vous serez en cours de route, voilà, vous assemblerez la machine pendant qu'elle est lancée. Mais ne vous questionnez pas trop sur « Ah, mais comment je vais faire pour trouver le financement, le truc, et la SAS, et la SARL, et la TVA ?» Sinon, vous laisserez passer toutes les opportunités. Et là, en l'occurrence, le tempérament un petit peu fonceur qu'on peut avoir nous a aidés, puisqu'on s'est dit « Bah, allez, il y a une opportunité, on y va, on trouvera l'argent. » Donc on s'est dit « Allez, ok, on avance. » Sauf que il y avait des complexités d'un point de vue réglementaire sur ce projet que nous n'avions pas envisagé. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas exactement comment ça fonctionnait, les autorisations d'urbanisme, les mairies, etc. Donc, déjà, je vais commencer à vous dire que là, ce qui s'est passé, c'est que le marchand de biens, il a voulu faire simple, il a déposé un permis de construire sur la grange pour créer 3 lots. Donc jusque-là, pas de souci. Puisque si personne ne touche au permis de construire et tout le monde exécute le permis de construire tel qu'il a été prévu par le marchand de biens initial, il n'y a pas trop de soucis qui se posent. Sauf que si vous voulez apporter une modification à ce permis de construire, ce qui se passe, c'est que tous les autres signataires du permis de construire, c'est-à-dire les 2 autres acquéreurs qu'on avait trouvés, devaient valider en fait ce permis de construire modificatif. Donc ça déjà, ça a été une première galère. Et là, c'est un conseil que je peux vous donner. C'est un conseil très technique, mais qui sur plein d'opérations, notamment quand vous subdivisez des biens comme ça, c'est un conseil qui peut vous apporter énormément de facilité d'exécution. C'est de déposer 3 permis de construire plutôt que 1. Parce que si vous déposez 3 permis de construire, tout simplement, alors vous vous dites « Ah oui, ça va multiplier les frais, etc. » Ça ne va pas les multiplier par 3. Ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais par contre, ça ne va pas les multiplier par 3. En revanche, ça va vous donner énormément de souplesse par rapport au travail avec vos acquéreurs. Donc ça, c'est un petit conseil comme ça au passage qui vaut énormément de temps et d'argent que vous allez économiser. Donc déjà, il y a ce paramètre-là qu'on n'avait pas spécialement pris en considération, ce qui fait que chaque fois qu'on a voulu apporter des modifications sur ce permis de construire, ça a été compliqué puisqu'il a fallu avoir l'aval des autres acquéreurs. Ensuite, l'autre chose qu'on n'avait pas envisagé, c'est qu'on était en périmètre ABF. Donc là, pareil, à l'époque, on n'avait pas spécialement d'idée de ce que ça voulait dire ABF. Mais les amis, on l'a vite compris, je vous le dis, parce qu'en général, quand vous prenez des coups de pied au cul, dans la gueule et partout ailleurs, vous comprenez vite les enjeux. Donc le deuxième problème, c'est qu'on était en périmètre ABF, et puis là, dans un secteur où vraiment les ABF, ils étaient assez pénibles. Donc on a eu ce sujet-là qui a été compliqué. Ensuite, toujours dans la partie urbanisme, il a fallu adapter les lots pour qu'il y ait du stationnement pour les 2 lots. Parce qu'en fait, à l'époque, le marchand n'avait prévu ce permis de construire que pour un seul lot. Enfin, ce qu'on achetait, c'était un seul lot. Donc le stationnement prévu, il était en conséquence. Sauf que nous, on a voulu subdiviser et créer 2 logements dans ce lot-là. Donc la mairie nous a dit « Ok, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut se conformer au règlement d'urbanisme en matière de stationnement, et donc il a fallu prévoir aussi des places de stationnement pour les 2 lots, ce qui a apporté une forme de complexité. Et donc on peut se dire, ok, ça c'est juste des petits soucis, c'est pas majeur, etc. Mais bon, si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous êtes déjà un peu expérimenté, vous comprenez de quoi on parle, etc. Moi je vous dis, je vous refais remonter en 2012, à l'époque où les informations elles étaient très dures à trouver, il n'y avait pas la chaîne YouTube MDP Academy, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas de formation comme il en existe maintenant. Et donc, en fait, les infos, elles étaient assez dures à aller trouver. Et par conséquent, chaque fois qu'on a voulu faire des modifications comme ça, on y allait un petit peu à tâtons, ce qui n'est pas toujours bien pris, ce qui fait que ça nous a coûté énormément de délai. L'opération qui était censée être relativement rapide, elle a été très très longue à déboucler. Donc ça, c'est les complexités un petit peu d'un point de vue réglementaire. Ensuite, il y a eu un sujet au niveau des travaux. Donc nous, ce qu'on avait prévu de faire, c'est de rénover intégralement les logements. Donc on a pris à l'époque un maître d'œuvre qui a supervisé un petit peu toute la réalisation des travaux. Et un maître d'œuvre, en moyenne, il prend en gros 10% du montant du chantier qui est réalisé. Ça, c'est les travaux qu'on a voulu faire. Je reviendrai dans un instant
sur les leçons qu'on a tirées de tout ça, parce qu'on a quand même mené les biens quasiment à la fin, ça a été exécuté quasiment en intégralité, mais on a appris 2-3 choses quand même. Ensuite, au niveau du montage financier. Donc, comme je vous disais, on s'est lancé dans cette opération sans trop rien y connaître. Et en fait, sans trop rien y connaître, et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on s'est lancé dans cette opération sans avoir de capital. En fait, mon frère, à l'époque, venait d'acheter une résidence principale, il avait plein de travaux, etc. Donc, lui, il n'avait pas la capacité d'y aller, et moi, j'avais moins de 10 000 balles d'économie. J'avais ça de côté, mais bon, il n'y avait pas moyen d'aller bien loin avec ça. Seulement, à l'époque, on demandait un petit peu plus d'apport, et en plus, les taux d'intérêt, ils étaient autour de 4,5. Hein. Quand on a emprunté à cette époque, on a fait cette opération-là en nom propre, on était autour de 4,5. Donc au niveau du montage, à l'époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un prêt en nom propre, tout simplement, et pour l'apport qu'on nous a demandé de constituer, qui était largement plus conséquent que ce qu'on avait à disposition comme économie, je suis allé demander 30 000 euros à mon beau-père de l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais en couple avec une fille dont les parents avaient des moyens, et je suis allé lui demander de l'argent en l'intéressant. Hein, c'est-à-dire que je ne lui ai pas demandé qu'il me fasse une faveur, je lui ai proposé un investissement. Je lui ai dit voilà, tu me prêtes 30 000, et dans tant de temps je te rembourse, je sais pas, 35 000, ou je sais pas je me rappelle plus ce que je lui avais proposé. En tout cas, la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que quand vous avez une opportunité et que vous n'avez pas nécessairement l'argent pour aller la concrétiser, il ne faut pas vous dire « Ah bah zut, je la laisse passer parce que je ne sais pas comment je vais faire ». L'argent se trouve toujours. Et ça, c'est vraiment un fait que j'essaye de propager le plus possible à toutes les personnes qui écoutent les contenus qu'on fait, qui viennent dans nos formations, qui suivent nos programmes d'accompagnement. Vraiment, l'argent n'est jamais un problème. Il faut que vous vous disiez que l'argent finit toujours par le trouver. La seule question que vous devez vous poser, c'est combien il va vous coûter cet argent. Hein, mais ne vous dites pas, oh là là, moi j'ai pas d'argent, je ne réalise pas, je ne saisis pas l'opportunité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu comme moi-même qui en parlent, qui essayent de vous asséner cette réalité, mais je sais que pour les gens, c'est encore très difficile à intégrer. Donc si vous avez une opportunité, une réelle opportunité, allez-y, signez le compromis, comme ça vous allez signer une promesse, comme ça vous sécurisez l'opération. Faites en sorte que personne ne la saisisse à part vous. Et après, vous vous mettrez en recherche d'un financement. Vous savez quoi, si vous avez une super OP comme ça, vous ne savez pas comment la financer, contactez-nous. Je vous garantis qu'on trouvera des solutions. Mais sachez que je vous parle de cette solution de financement qu'on avait trouvée à l'époque, mais ça n'a pas été sans difficulté. Il a fallu ruser, il a fallu raconter une belle histoire, il a fallu convaincre les banques. Ça n'a pas été facile du tout. Bien au contraire. Mais voilà, à un moment donné, la fin justifie les moyens et le système bancaire est fait de telle manière qu'il exclut en général les pauvres, entre guillemets, ou ceux qui ne possèdent pas. Et donc, la première marche est toujours très haute. Ça, c'est un sujet aussi que j'essaie de faire comprendre aux gens dans la dynamique de l'économie et des finances personnelles, c'est que la première marche, c'est-à-dire de passer de 0 à 100 000 euros dans le parcours et le destin économique d'un individu, cette première marche est toujours très haute. Parce que tout est contre vous. En fait, le système bancaire, il est contre vous, personne ne vous prête, c'est plus difficile, vous n'avez pas de crédit. Quand je dis de crédit, c'est pas forcément de crédit financier, mais de crédit personnel. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de passer de 0 à 100 que de 100 à 200. Et ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Et c'est un des gros avantages aussi de l'achat-revente, c'est que ça permet globalement de gravir cette première marche. Et il faut tout faire, vraiment, il faut tout faire pour réussir à gravir cette première marche. Je vous garantis qu'il y a une différence, mais c'est le jour et la nuit entre avoir 0 ou même 10 000 balles sur son compte et avoir 100 000. C'est vraiment plus la même histoire. Donc vous devez tout faire pour arriver à gravir cette première marche, et l'achat-revente, c'est vraiment quelque chose qui peut vous y aider. Ensuite, au niveau des travaux, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de difficultés particulières. Bon, il y a eu les merdes classiques qu'on rencontre sur un chantier, mais il n'y a pas eu de problématique particulière, notamment parce qu'il y avait ce maître d'œuvre. Mais bon, là, le maître d'œuvre, il vous apporte beaucoup de tranquillité d'esprit, ce qui est intéressant sur une première opération où il y a un chantier un peu technique, comme c'était le cas à l'époque. Par contre, le problème, c'est que ça vous coûte pas mal d'argent et ça va vous prendre une bonne partie de votre marge.
Donc là, après, c'est à vous de voir et de faire le calcul en fonction de vos capacités, en fonction du temps et de l'énergie que vous avez à consacrer à ce chantier. Est-ce que vous êtes prêt, en fait, à gérer les travaux vous-même? Je sais en l'occurrence que moi, ça fait 10 ans que je réalise des projets immobiliers, que ce soit du locatif ou du marchand. Et jusqu'à présent, tous les chantiers, on les a gérés nous-mêmes, sur le marchand nous-mêmes, sur le locatif moi tout seul, parce que c'est des projets perso. Et récemment, j'ai eu des opérations qui m'ont vraiment, vraiment cassé la tête et qui m'ont pompé un paquet d'énergie. Et sur 2 projets que je suis en train de réaliser, je me suis fait accompagner par des maîtres d'œuvre. Et franchement, c'est le jour et la nuit. Et je me suis dit que plus jamais je réaliserai des projets immobiliers, en tout cas s'ils sont vraiment techniques, que je gère moi-même. Je ne vous parle pas du truc où il faut refaire les lecs et refaire un peu les revêtements de sol et les murs, mais vraiment un projet technique avec du gros œuvre, les réseaux, tout ça. En ce qui me concerne, plus jamais, quoi. C'est fini, il n'y a plus moyen. Une fois que maintenant j'ai goûté au confort du maître d'œuvre, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Ok, donc ensuite, on a fait nos travaux et ensuite on a commercialisé. Alors la commercialisation, elle a été relativement fluide parce que c'était un début de cycle haussier, pour vous resituer un petit peu dans le contexte immobilier de l'époque. On est sorti d'un cycle de crise qui a démarré à partir de 2007. Et suite à la crise financière qui est arrivée des États-Unis, crise financière, il y a eu une chute sur les marchés boursiers, ça a entraîné une chute au niveau de l'immobilier. Mais je rappelle aussi, pour celles et ceux qui ne savent pas trop, qui n'ont pas trop le contexte, à partir de la fin des années 90, il y a eu une hausse de folie dans l'immobilier et jusqu'à cette crise de 2007-2008. Donc il y a eu un cycle haussier très important jusqu'à 2007-2008, puis ça s'est cassé la gueule à partir de 2007-2008, et à partir de 2012-2013, c'est reparti à la hausse. Donc pour celles et ceux qui s'interrogent sur est-ce que c'est le bon moment de faire de l'immobilier, etc., je rappelle quand même que, là je vous tourne cet épisode à la fin 2025, on a connu une hausse de ma boule jusqu'en 2021 et demi, 2022, jusqu'au début 2022. Après ça s'est effondré, donc là ça fait 3 ans qu'il y a eu des chutes, là on est sur une stabilisation. J'ai pas de boule de cristal, mais si on observe les cycles du passé et qu'on voit que c'est toujours la même dynamique qui se met en place, je pense qu'on peut assez raisonnablement considérer que un cycle haussier va repartir à partir de 2026-2027. Et 2026-2027, c'est aujourd'hui, c'est demain en matière d'immobilier. C'est-à-dire que si vous voulez être prêt à saisir les opportunités et à prendre la vague du redémarrage du marché immobilier, c'est pas en 2027 ou en 2028 qu'il faudra vous réveiller. Vous pourrez vous réveiller alors, mais vous allez rater en fait le gros du truc intéressant, parce que c'est intéressant d'acheter quand les gens croient que c'est la merde. Et là actuellement, il y a encore pas mal de gens qui pensent que c'est la merde, on s'en sort pas, nanana. Et c'est vrai que c'est encore difficile sur pas mal de marchés. Clairement, la commercialisation elle est un peu difficile sur pas mal de marchés. Pour autant, le marché n'est pas mort et le marché continue des dynamiques. C'est certain qu'il va repartir à la hausse parce qu'il y a toujours une demande aussi soutenue partout en France. Donc les amis, mon conseil qui se base sur les expériences passées, c'est que ça va repartir, c'est qu'une question de temps et il faut être prêt à le saisir. En tout cas, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, moi je me tiens prêt à tout ça et je continue d'investir et je continue d'acheter comme si de rien n'était. Alors, le bilan définitif de cette opération, c'est que ça nous a pris déjà, moi je parle de bilan, j'aime bien parler d'argent, mais j'aime bien aussi parler de temps, parce qu'il ne faut jamais décorréler la marge du temps que ça vous a pris pour l'obtenir. Parce que c'est comme ça aussi qu'on calcule en fait l'intérêt d'une opération. Ça a pris pas loin de 2 ans pour déboucler cette OP entre le moment où on a signé la promesse initiale et le moment où on a revendu les derniers lots. Alors peut-être 1 an et demi, j'ai plus exactement les dates en tête, mais en tout cas ça a été très très long. Et alors, on n'a pas détenu les biens pendant 2 ans, C'est entre le moment où on a signé la promesse et le moment où on a revendu les lots. C'est-à-dire qu'il y a eu les changements de PC, la recherche de financement, etc. Ensuite, on a acheté. Et ensuite, il y a eu les travaux et les reventes. Au niveau de la marge, c'est une opération qui a généré approximativement 40 000 € de marge pour un chiffre total de, je crois, de mémoire, 280 000 € approximativement. Donc, c'est pas exceptionnel, me direz-vous. C'est pas exceptionnel, c'est pas génial. Alors, c'est pas éclaté non plus, c'est pas pourri. On n'a pas travaillé pour rien, on a gagné un petit peu d'argent.
Mais par contre, c'est sûr que ça fait pas rêver, hein, et on se dit on peut largement quand même trouver mieux. Mais ce qui est certain, c'est que c'est déjà mieux que zéro en fait. 40 000 de marge, c'est déjà mieux que zéro de marge. Et même si on se dit ah oui, mais la rentabilité n'est pas exceptionnelle, et alors on a quand même un argent en plus qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait cette opération. Donc là, je vais commencer à passer aux leçons que nous avons tirées de cette opération. Elles sont nombreuses. Et avant de passer aux leçons, je voudrais juste vous demander un petit service. Si ce podcast vous plaît, si vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Je vous invite aussi à nous mettre 5 étoiles si vous le trouvez cool. Ça nous aidera aussi à être mieux référencés au niveau des différentes plateformes et vous pouvez nous marquer en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je parle dans les futurs épisodes. Alors comme promis, les leçons. Déjà, je vous invite à éviter de vous lancer dans des opérations qui soient trop complexes pour vous, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technique et d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des complexités, qu'il y a énormément d'autorisations d'urbanisme, qu'il y a des sujets de copro, qu'il y a des sujets de servitude, qu'il y a des sujets d'ABF, il faut bien le prendre en considération. Alors je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, mais il faut déjà en avoir conscience et vous lancer en connaissance de cause. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir accéder à des formations. Alors bien sûr, il y a les nôtres à la MDB Academy, il y en a d'autres qui sont sérieuses, il y en a d'autres qui ne sont pas sérieuses du tout. Alors je fais une petite parenthèse, si vous voulez faire une formation de marchand de biens, ne faites pas une formation à la con dans laquelle on va vous dire « Ah oui, deviens riche avec l'achat-revente » et on va vous expliquer qu'il faut faire des allers-retours sur votre résidence principale, ce qui s'appelle un abus de droit, et puis faire 3-4 abus de droit comme ça et après vous lancer. Si vous voulez vous lancer dans l'achat-revente, faites-le proprement, créez une société de marchand, ne vous mettez pas dans la merde et surtout suivez une formation qui vous apprendra des bases solides en matière d'urbanisme parce que c'est aujourd'hui un des sujets les plus importants que vous devez maîtriser. Donc si vous voulez vous lancer dans des opérations qui comportent une composante importante d'urbanisme, en tout cas une partie réglementaire assez chargée, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème, vous pouvez le faire, mais je vous recommande de le faire en ayant suivi une formation qui soit un peu solide et un peu structurée, parce que sinon, vous risquez vite de vous retrouver dans la merde, vous n'allez pas appréhender correctement les délais, vous risquez de ne pas mettre les bons délais dans vos promesses de vente, vous risquez de vous trouver coincé, d'être pris un peu en étau et de vous retrouver dans un effet domino qui va être assez désagréable à vivre. Ensuite, l'autre leçon qu'il est important de tirer de cette opération, c'est de décider du niveau de finition des lots que vous allez proposer à vos acquéreurs en fonction non seulement de la conjoncture, mais aussi de la demande locale. Je m'explique. Si le marché est haussier, si le marché est un peu chaud et un peu bouillant et qu'il y a une demande qui est très soutenue dans votre secteur, il faut essayer dans la mesure du possible de proposer des lots en plateau. En fait, l'idée pour un marchand, c'est toujours de faire le moins possible de travaux de finition. Pourquoi ? Parce que c'est long, parce que c'est chiant, parce que c'est là où il faut être sur le dos des artisans sans arrêt, parce qu'ils font plein d'erreurs et que si vous êtes un petit peu regardant sur le niveau de finition, c'est là où il peut y avoir pas mal de sujets qui se posent au niveau des finitions. Et aussi, lorsque vous portez une opération un peu longtemps, pour réaliser ces finitions correctement, ça vous coûte des intérêts bancaires, etc. Donc, si vous pouvez vous épargner le travail de faire toutes les finitions, c'est mieux. Mais par contre, selon la conjoncture, c'est pas toujours possible. En l'occurrence, je pense qu'on aurait pu revendre en plateau. En tout cas, on aurait pu revendre avec un niveau de finition largement moindre. Et là, je vais vous parler d'une histoire, les amis, que j'ai gardée en tête comme une leçon marquée au fer rouge sur le niveau de finition qu'il faut proposer aux acquéreurs. Le bien dont je vous parle là, c'était donc une vieille grange qui datait du XVIIIe siècle, je crois. Et il y avait un parquet qui était pas mal à l'étage, et qui n'était pas un parquet, c'est pas un parquet Versailles ou un parquet Pointe de Hongrie, mais c'était quand même un parquet en bois massif. Et il était sympa. Et on a fait venir un parquetiste qui, alors je sais pas si on dit parquetiste ou parquetteur d'ailleurs, mais à ma connaissance parquetiste, qui nous a repris tous ces parquets-là. Il a fait un truc vraiment chouette, ça nous a coûté pour le lot, en l'occurrence 1500 balles à peu près. Et on l'a revendu, un des lots, on l'a revendu à une nana qui était assez jeune, elle avait 25 ans, je crois que c'était sa première acquisition, première résidence principale. Et je me rappelle qu'elle nous a dit « Ah ouais, mais moi, le parquet, j'aime pas du tout, donc je vais le recouvrir avec un parquet flottant. » Et là, je peux vous dire qu'on s'est dit « Putain, mais plus jamais on réalise des travaux comme ça. »
Donc, toujours se questionner sur la nécessité d'aller entreprendre ce genre de travaux parce que vous allez vous dire « Ah ouais, c'est génial, c'est super, ça va être beaucoup plus joli. » Et en fait, vos acquéreurs ne vont pas du tout aimer ça et ils vont se retrouver en fait à recouvrir votre super parquet massif par un parquet flottant. Et vous allez vous dire « Ah ouais, mais t'es tombé sur quelqu'un qui a vraiment des goûts de merde. » Mais je peux vous dire, pour visiter beaucoup de biens immobiliers, que des gens qui ont des goûts de merde, eh ben, il y en a un paquet. Il y en a un paquet et vous n'êtes pas à l'abri qui se retrouvent demain à être vos acquéreurs. Donc, ne sous-estimez jamais les goûts de merde de vos acquéreurs et n'allez pas vous amuser à faire des prestations inutiles qui vont vous coûter beaucoup d'argent et qui ne vont rien vous rapporter. Donc, dans la mesure du possible, si le contexte le permet et que la demande locale est conforme à ça, essayez d'éviter les produits finis, essayez le plus possible de vendre du plateau. Vraiment, ça vous aidera. D'ailleurs, il y a plein de posts pour lesquels les gens s'imaginent que c'est facile. Ah, la peinture, par exemple, les gens pensent que ah ouais, je ramène Tati, tonton et les amis un week-end, je leur paye 3 pizzas. Et en un week-end, on va torcher la peinture de l'appartement. Laissez-les croire. Hein. Ils ont vu beaucoup d'émissions de, je sais pas, relooking, de toutes ces histoires-là où on leur fait croire que l'immobilier, c'est vachement facile. Donc laissez-les croire, de grâce. Ils ne réalisent pas que peintre, en fait, c'est un vrai métier et que si les peintres prennent autant pour réaliser des appartements et des maisons, c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Donc laissez-les croire. Parce que la peinture, par exemple, c'est le genre de truc où ils vont se dire « Ah ouais, moi je préfère le faire moi-même et économiser quelques milliers d'euros sur mon acquisition. » Mais tant mieux, en fait, parce que la peinture, c'est un poste qui, par exemple, qui coûte très cher à faire réaliser. Donc laissez-les faire. Souvent, les gens n'ont pas trop de soucis avec ça. Ensuite, au niveau du financement. Il faut être subtil dans son montage financier. Et il ne faut pas... Alors quand je dis il faut être subtil, il faut savoir comment articuler les choses. Et il faut savoir aussi quelle histoire aller raconter à la banque. Au final, les banques, elles sont toujours plus ou moins disposées à financer. Il faut juste leur raconter la bonne histoire. Et il ne faut pas hésiter à aller solliciter son premier cercle d'amis et sa famille pour lever les fonds, pour lever ses premiers fonds, ses premières opérations. Parce que c'est souvent comme ça que les gens se lancent au final quand ils n'ont pas d'argent, et c'est comme ça que moi j'ai fait aussi. J'avais pas les fonds, je ne me suis pas laissé abattre pour autant. Je me suis dit, bon, l'argent, il y en a, hein, il est certes pas sur mon compte, mais il y en a bien quelque part dans le monde, visiblement, puisqu'il y a plein de gens qui en ont plein. Donc on va aller le chercher. Et si vous voulez pouvoir aller récupérer cet argent, il faut créer des opportunités d'enrichissement pour les personnes qui détiennent de l'argent. Ça, c'est vraiment une loi de l'argent que vous devez retenir. L'argent cherche toujours les moyens les plus faciles d'aller se multiplier. Alors là, ça peut peut-être vous paraître bizarre. Je parle de l'argent comme une créature ou une entité qui aurait sa volonté propre, mais j'en suis assez convaincu, pas parce que c'est une croyance, mais parce qu'il y a des lois de l'argent qui s'observent dans le monde et dans l'histoire économique du monde. Et ces histoires-là, elles nous renseignent sur cette dynamique de l'argent qui est que l'argent va toujours chercher des moyens de se multiplier le plus simplement possible. Et si vous créez pour l'argent des autres le moyen de se multiplier beaucoup plus rapidement, alors l'argent viendra à vous. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez que l'argent vienne à vous, vous devez créer pour l'argent des opportunités de se multiplier sans friction, avec le moins de friction possible. Donc, montez votre dossier de financement en racontant la belle histoire, allez solliciter votre premier cercle d'amis et de famille si vous n'avez pas d'argent vous-même, et donnez-leur l'opportunité d'investir. Ne leur demandez pas une faveur, proposez-leur une opportunité. Enfin, le dernier conseil que je voudrais vous donner, et il est très très important, c'est lancez-vous. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ok ? C'est pas en regardant 1000 tutos, 50 000 vidéos YouTube et en lisant je ne sais quoi que vous allez devenir un professionnel de l'immobilier. Les amis, si vous achetez mon bouquin, je serai ravi. Si vous suivez nos formations, je serai très content aussi. Ça vous aidera à vous lancer. Mais à un moment donné, vous devez y aller. Vous devez aller sur le terrain, vous devez visiter des biens, vous devez réaliser vos premières opérations. Il faut y aller. Si vous voulez tester le métier de marchand, si vous voulez tester l'investissement locatif, putain, faites-le. À un moment donné, faites une première opération. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Les gens s'imaginent que les risques sont énormes. Putain, mais en faisant une opération à 300 000, si elle se foire, vous n'allez pas perdre 300 000 euros. Ok ? Vous allez perdre 10 000, 20 000, 30 000 euros. Oui, ça fait chier. Oui, ça fait chier et on veut essayer d'éviter, mais c'est pas la mort. Vous allez vous relever. Ok ? Contrairement à d'autres personnes
qui lancent d'autres entreprises et puis ils plantent 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros, ok, ce sont des choses qui arrivent et dans d'autres secteurs, les gens prennent des risques beaucoup plus élevés que dans notre activité de marchand. Donc vraiment, le risque, il n'est pas si élevé que vous l'imaginez. Et encore une fois, en suivant une formation un peu structurée, le risque, vous allez énormément le limiter. Et je vais vous expliquer à quel point ce que je vous dis là est vrai. C'est que moi, je forme des gens depuis 2018 et il n'y a pas une personne depuis 2018 qui ait suivi mes conseils et qui se soit vautré. J'ai connaissance d'un ou deux marchands de biens qui se sont cassés la gueule, qui ont suivi mes formations, mais je sais, parce que je les ai accompagnés, c'était des gens qui ont suivi un accompagnement en 2022, qui n'ont pas suivi les conseils qu'on leur a donnés. C'est-à-dire qu'on leur a dit « Fais attention, ne fais pas ça, ne va pas là, tes prix sont surestimés », ils n'ont pas écouté, ils n'en ont fait qu'à leur tête et ils se sont vautrés. Donc, si vous écoutez les conseils qu'on vous donne, les conseils que vous donnent les personnes qui ont déjà fait ce chemin, votre risque, il existe toujours, mais il est très 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 limité. Ensuite, concernant cette opération, vous savez, quand je la regarde rétrospectivement, je me dis « Ah quand même, c'était pas ouf, c'était pas génial, ça aurait pu être mieux fait, etc. » Mais il y a une citation que j'aime beaucoup d'un des fondateurs de eBay qui a dit que si vous n'avez pas honte de votre premier produit, c'est que vous vous êtes lancé trop tard. Ça, c'est une leçon que vous devez bien garder en tête. Parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier et qui cherchent le truc parfait. L'opération parfaite, la rentabilité incroyable, le bien super sexy, etc. Ça coche toutes les cases. Mais en fait, c'est comme de chercher le compagnon, enfin la femme parfaite ou le mec parfait. Le mec parfait, la femme parfaite, les amis, ils n'existent pas. Il y a toujours des avantages, toujours des inconvénients, et il faut juste, la personne parfaite pour vous, c'est celle dont les inconvénients vous dérangeront le moins possible, ou celle surtout qui verra le moins ce que vous considérez comme des inconvénients chez votre personne. En tout cas, les gens qui cherchent un partenaire parfait, ils cherchent longtemps. Et les gens qui cherchent l'opération parfaite, ils cherchent longtemps aussi. Donc, lancez-vous et acceptez le fait que votre première opération, ou votre deuxième ou votre troisième, toutes les opérations, en fait, les opérations ne sont jamais parfaites. Il n'y aura jamais... si, il y en a. Il y en a quelques-unes des opérations qui se passent nickel, mais en tout cas, c'est pas toujours celle qu'on attend. Et si vous attendez trop de trouver la bonne opération, vous vous lancerez jamais. Donc les amis, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour conclure cet épisode, c'est lancez-vous. Allez au boulot. Et je vous rappelle que vous pouvez mettre en commentaire les sujets dont vous aimeriez que je parle dans les prochains épisodes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous payer un petit like 5 étoiles et je vous en serai extrêmement reconnaissant. À très bientôt.